C'est une menace pour la Russie, si nous la considérons comme telle. Il convoque une réunion des chefs d'état-major des pays européens et de la Grande-Bretagne. Ils disent qu'ils ont besoin d'utiliser des armes nucléaires, qu'ils se préparent à utiliser des armes nucléaires contre la Russie. Il s'agit, bien entendu, d'une menace. Alors, je ne voudrais pas vous influencer, mes amis, mais c'est faux quand même. Le président n'a pas dit ça. Certes, la semaine prochaine, il y a une réunion sous votre contrôle, Magali, des chefs d'état-major des pays volontaires pour défendre l'Ukraine, peut-être même pour intervenir sur le sol ukrainien. Mais ça s'arrête là. Il ne s'agit pas d'envoyer nos missiles et autres bombes nucléaires sur la tête de Poutine. Non, absolument. Ce dont parle Emmanuel Macron, c'est de faire finalement profiter au continent européen, de faire profiter de la dissuasion nucléaire française. Puisque le parapluie nucléaire américain semble s'éloigner, il faut bien un plan de secours. Et c'est là où Emmanuel Macron commence à parler d'offrir cette dissuasion aux Européens et de considérer qu'une menace sur un État européen est une menace contre les intérêts vitaux de la France, de toute manière. C'est ce dont il est question. Donc, évidemment, il n'est pas question de lancer des armes nucléaires contre la Russie. Ce qu'on voit bien, c'est que finalement, la France est en train de, comme on l'a vu d'ailleurs depuis un an ou deux, de repartir vraiment et d'être le fer de lance de la défense de l'Ukraine, et que donc à ce titre, elle devient le punching ball favori de Lavrov et du Kremlin. À chaque fois, de toute manière, que la France prend des initiatives qui ne vont pas dans le sens des intérêts des Russes, à chaque fois, on a ce genre de déclaration tonitruante du côté de Moscou. Et Gallagher, on a l'impression que la France, l'Europe, en ce moment même, et on va le vivre ensemble bien évidemment toute la journée dans cette édition spéciale, gêne le nouveau couple entre Washington et Moscou. D'où cette déclaration. Il faut exister, il faut peser, et la Russie est contre en fait. Oui, c'est une très bonne chose parce qu'on se rend compte que les propos du président de la République remettent effectivement la France et l'Europe au centre du jeu. C'est-à-dire que pour une fois, et c'est quand même suffisamment rare ces derniers temps, donc il faut le souligner, le Kremlin est en réaction. C'est pas nous qui sommes en réaction. Il est en réaction, et le voit, le feu est très nourri depuis quelques heures. On a entendu le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, on a entendu la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, Maria Zakharova, maintenant le ministre lui-même, Sergei Lavrov, peut-être Vladimir Poutine, parlera-t-il, Solovyov, bien évidemment, etc. Donc la France et donc l'Europe aujourd'hui revient au centre du jeu, et ça c'est une très bonne chose. Maintenant, comme au rugby, il faut convertir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut aller chercher de l'unité, et Dieu sait si le sujet va être compliqué à 27. Et l'autre chose, et c'est le terme qui m'a le plus frappé dans les courtes allocutions que nous avons retransmises en direct il y a quelques minutes, à la fois du côté du président du Conseil, M. Costa, mais aussi de la présidente de la Commission, Mme von der Leyen, et c'était la question qui était lancée au président français alors qu'il sortait de la réunion avec le groupe Renew, du concret. Oui, mais quel concret ? Parce que c'est ça que Volodymyr Zelensky, il vient chercher aujourd'hui, et c'est ça qui doit sortir de Bruxelles. Pas dire qu'on va rester aux côtés de l'Ukraine jusqu'à je ne sais quand, mais qu'est-ce qu'on va faire très concrètement ? Vous avez raison, ce que l'on ne cesse de répéter depuis peut-être maintenant trop longtemps. Du concret, alors du concret pour Zelensky, mais du concret également pour, j'allais dire, nos adversaires. Vous m'avez compris, nous, c'est la Russie, et maintenant peut-être l'Amérique de Donald Trump. Alors, on me dit également qu'il y aura une bilatérale, on suivra, enfin on essaiera de la suivre dans quelques instants, entre le président Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. C'est quoi une bilatérale, juste pour faire un peu de pédagogie ? C'est-à-dire qu'en marge du Conseil et de la grande réunion du Conseil, il y a quantité de petites salles au sein du Conseil européen où en effet les chefs d'État peuvent se réunir, et c'est toujours ce qui se passe avant le début d'un Conseil européen. Il y a ces réunions par petits groupes qui permettent d'accorder les violons avant de se retrouver dans la grande salle du Conseil. Elisabeth, Gallagher le disait à l'instant, les mots, oui les mots, mais les mots, on en a soupé. Les Ukrainiens surtout, nos adversaires aussi, d'ailleurs, parce que visiblement on n'est plus vraiment crédible. Sauf cette réaction de Moscou il y a quelques minutes, qui, quand en général la Russie est en difficulté, on brandit quoi ? L'arme nucléaire. Patatras, ça revient sur le devant de la scène. On peut se réveiller, on se doit se réveiller. C'est pas un sommet et après tout le monde repart chez soi. Ça, évidemment, l'Europe doit faire sa révolution militaire. Ce qui me frappe moi avec ce qu'a dit Lavrov, c'est que ce discours-là,
qui consiste à inverser la charge totalement. Vous l'entendez en France de plus en plus. Qu'est-ce qu'on entend depuis hier en réaction, Emmanuel Macron? Non, la Russie n'est pas du tout une menace, c'est faux. C'est faux. Et vous allez entendre ça du côté de l'extrême droite, du côté de l'extrême gauche, en politique, mais aussi dans la bouche de plein de commentateurs qui expliquent que non, il n'y a pas de menace russe. C'est faux. La Russie ne risque pas de nous envahir en France. On n'a jamais dit qu'elle allait envahir la France. Elle n'en a pas besoin. Et dans le fond, l'anti-américanisme viscéral de certains, le pro-poutinisme d'intérêt des autres, le défaitisme parfois tout simplement, l'europhobie ou l'euroscepticisme, je trouve très frappant en ce moment de voir monter ce discours en France même, parce qu'il monte et il va y avoir des débats qui vont être, à mon avis, très brutaux. On peut peut-être dire alors pour une fois merci au Kremlin d'avoir dévoilé il y a quelques instants avec ces menaces directes, menaces nucléaires, de renverser une nouvelle fois l'histoire, le cours de l'histoire et l'interprétation pour dévoiler le vrai visage aujourd'hui de Poutine et consorts. Général, tout à l'heure sur ce discours d'ouverture, vous avez noté ce mot, il fallait passer aux actes, des actes, des actes. Ça fait des années que vous nous dites sur ce plateau et ailleurs, des actes, des actes, des actes. Vous y croyez? Parce que c'est la question. Je voudrais bien y croire. Pour l'instant, on va voir le résultat. On voit bien que quand on met en œuvre, on décide, pour mettre en œuvre, il faut un temps important. Parce que d'abord, on est 27. Donc déjà, ça pose un problème. Et ce dont on parle, ce n'est pas demain matin on fait, ce n'est pas possible. Donc effectivement, il y a une prise de conscience de la réalité. Mais je retiens le mot concret, parce que moi, effectivement, le mot concret a été utilisé. Moi, je l'utilise aussi très souvent. Mais le mot concret, pour l'instant, je n'ai pas vu grand-chose derrière. Alors moi, je serais un petit peu inquiet sur le résultat final, mais il ne faut pas désespérer. Donc moi, je crois qu'effectivement, ce qui se passe actuellement est important pour une raison au moins très simple, et d'où la réaction d'ailleurs de la Russie. C'est que l'Europe... Vous l'interprétez comme ça? Oui, parce que l'Europe se mobilise et que finalement s'est désengagée du parrain américain en termes de défense. Alors je ne sais pas si ça ira jusqu'au bout, mais à la date d'aujourd'hui, on peut estimer que les Européens se rassemblent pour se défendre ensemble contre une menace identifiée et qui disent en gros aux Américains, on n'a pas besoin de vous. D'abord, on a une dissuasion nucléaire, même si elle est française, je parle pour la France, mais néanmoins, vu ce qui a été dit, on voit bien qu'on a un élargissement. Il ne faut pas oublier non plus les Britanniques. Ils ne font plus partie de l'Europe, certes, mais c'est cette Europe de bonne volonté. Oui, mais je parle de l'Union européenne, puisque on va se compliquer la vie. Et puis on sait bien que les Britanniques ont toujours leur propre agenda. Donc je pense qu'il vaut mieux raisonner Union européenne avec un plus, 27 plus 1, je dirais. C'est un peu la mode de mettre des plus. Donc on fera 27 plus 1, en n'oubliant jamais que les Britanniques seront avec leur propre agenda. Voilà. Maintenant, pour les 27, on vient de marquer un coup. Oui, maintenant il faut qu'il se concrétise. Il faudra que il semblerait qu'il y ait un plan. Alors moi je veux bien y croire. On va voir. Je ne crois pas trop au plan des 800 milliards, parce que quand on regarde un petit peu ce qui est écrit... Ils ne sont pas 800 d'ailleurs, mais plutôt 150. Ben oui, 150 plus 650 par justement une amélioration des règles européennes au profit de la défense. Ce qui était temps, parce que ça a été demandé par la France depuis très longtemps. Donc ce serait déjà un point positif. C'est-à-dire qu'on assouplit les règles d'une part, voilà. Et puis on fait appel aux fonds structurels qui n'ont pas été utilisés. Et enfin, à plus long terme, il y a un système d'emprunt. Voilà, mais c'est 800 milliards sur 4 ans d'ailleurs. Mais c'est déjà beaucoup. 800 milliards sur 4 ans. Si on y arrive. On a réussi à faire bouger les lignes. Ouais. Je dirais que tant qu'il y aura la guerre, ça pourra fonctionner. Le jour où on sera effectivement en situation de paix... Attendez, n'allez pas tomber. Là, déjà, on se prépare à la guerre. Vous nous dites, quand il n'y aura plus la guerre, il faudra faire attention. Non, se préparer à la guerre... on va d'abord se préparer à la guerre. Non, mais il ne faut peut-être pas dire se préparer à la guerre, parce que je crois que beaucoup de gens n'ont pas envie d'y aller. Défense militaire. Donc, se préparer à la guerre... S'opposer, tout simplement, à exister. Se préparer à la guerre veut dire simplement être suffisamment crédible et fort pour qu'on n'ait pas envie de nous la faire. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Oui, mais comme vous l'aviez dit... J'aime beaucoup la formule, Magali. Crédible et fort. C'est tout ce qui se joue en ce moment même où nous parlons à Bruxelles, parce que allez, soyons honnêtes, notre crédibilité et notre force, elle a été sérieusement émoussée depuis 3 ans, même si on a fait des choses, beaucoup d'ailleurs, aux côtés de l'Ukraine. Et je reprendrai vos mots, général. Le parrain nous a lâchés. Donald Trump, c'est peut-être pas si mal, en fait. Ça oblige à un électrochoc, ça c'est sûr. Alors c'est vrai que quand on voit le plan d'Ursula von der Leyen réarmer l'Europe, on se dit oui, en fait, elle nous habille, elle nous donne un chiffre de 800 milliards pour frapper les esprits.
En réalité, quand on va dans le détail, c'est pas si impressionnant que ça. Ce qui est important, en effet, c'est le plan d'endettement de 150 milliards, parce que ça, manifestement, ça pourrait aller assez vite. Ça pourrait être signé au prochain Conseil européen qui aura lieu le 21 mars, et ce serait à la majorité qualifiée, ce qui éviterait notamment l'opposition des Viktor Orban et Fico, le Slovaque, qui, on le sait, sont toujours très très réticents. Il y a une chose qui est très encourageante pour Bruxelles, c'est le changement de pied des Allemands. Et là, c'est un changement de paradigme total. On voit bien que Frédéric Merz, qui ne sera pas à ce Conseil, mais qui sera le futur... On a entrevu Olaf Scholz, c'est certainement son dernier... il sera peut-être là encore en fin mars, mais parce que les négociations prennent du temps. Mais on voit bien que Frédéric Merz a décidé hier, et c'est ce qu'il a annoncé, un grand quoi qu'il en coûte pour réarmer l'Allemagne. Et ça, c'est un changement de paradigme total, c'est-à-dire lever le frein à la dette qui contraint énormément les dépenses allemandes. Et c'est très important. Et au niveau européen, on compte beaucoup sur l'arrivée de Merz, justement pour peut-être avoir un plan plus ambitieux une fois que la nouvelle chancellerie sera là, et pour dépenser davantage, investir davantage que ce que nous a proposé Ursula von der Leyen. En tout cas, Merz, dans ses premières déclarations, comme vous l'avez dit, ne présage que du bon, en tout cas un véritable changement de ton de l'Allemagne. Édition spéciale, bien évidemment, sur LCI, au cœur des pressions russes, des pressions américaines, on en reparlera bien évidemment, nouvelle pression d'ailleurs et nouveau coup de poignard hier dans le dos de l'Ukraine. Au cœur de ce sommet de Bruxelles, sommet capital, vous l'avez compris, on va retrouver l'ensemble de nos équipes, on va retrouver Grégory Phillips, Marie Chantrey avec Julie Regard. Plus que jamais un sommet sous pression. L'Amérique nous a lâchés et la Russie une nouvelle fois nous menace directement. Oui, absolument. À cause ou grâce à Donald Trump et ses menaces de lâchage en règle de Kiev, eh bien les 27 ne se quittent plus après Londres dimanche dernier. Conseil européen extraordinaire qui devrait, semble-t-il, s'éterniser toute une partie de la soirée. Grégory, des sessions de travail vont s'enchaîner, dîner aussi, ce qui semble indiquer que l'issue de ces discussions pourrait s'éterniser jusque tard dans la soirée, avec un mot d'ordre aujourd'hui. La Russie de Vladimir Poutine pourrait continuer son travail, pourrait aller plus loin, et que l'avenir de l'Union européenne ne peut plus dépendre ni de Washington ni de Moscou. Christophe, vous disiez un sommet sous pression, c'est même un sommet sous tension maximale, d'abord dans les coursives, dans les coulisses des bâtiments européens, mais même ici à l'extérieur, la capitale belge est barricadée et on entend au-dessus de nous les hélicoptères qui survolent ce quartier européen, évidemment avec la présence de ces nombreux chefs d'État, les 27 et Volodymyr Zelensky. Hélène Bonnet, vous êtes à l'intérieur du bâtiment de la Commission. Le président ukrainien est arrivé dans la capitale belge. Très concrètement, que vient-il chercher aujourd'hui ? Eh bien, il vient chercher un message de soutien et d'unité renouvelée. Il l'a dit lors de sa prise de parole à son arrivée. On apprécie de ne pas être tout seul. Il a remercié les chefs d'État et de gouvernement européens pour le soutien qui lui a été manifesté ces derniers jours. Et il en a besoin, Volodymyr Zelensky. Forcément, les conclusions de ce sommet, elles vont être scrutées. Ce message d'unité, l'idée que l'Ukraine a besoin d'être soutenue militairement par l'Union européenne, mais surtout qu'elle a besoin d'être à la table des négociations en cas de négociation pour un quelconque accord cessez-le-feu. Il faut que l'Ukraine soit présente et il faut que les Européens défendent cette idée, et aussi l'idée qu'il faut à l'Ukraine des garanties de sécurité. Et puis Volodymyr Zelensky, vous le savez, il a été très contesté, notamment ces derniers jours par les États-Unis. Il y a eu cette altercation dans le bureau ovale. Il se dit que des discussions sont en cours entre l'administration de Donald Trump et des membres de l'opposition ukrainienne, opposition à Volodymyr Zelensky. C'est donc la légitimité du président ukrainien qui est attaquée ces derniers jours, et c'est aussi important bien que les Européens soient autour de lui, démontrent ce soutien qui va lui être apporté. Il participera donc à la réunion, au début de cette réunion des chefs d'État et de gouvernement européens, aussi au déjeuner, et puis il rencontrera Emmanuel Macron lors d'un entretien bilatéral au cours de cette journée.